J'ai appris à ne pas chercher à plaire. Quand on cherche à plaire, on est en train de mettre tout le positif dans le regard des autres. Alors que quand on cherche à convaincre, on se convainc d'abord soi. Et là, c'est plus facile vraiment de convaincre les autres. Il faut être à l'aise avec une zone d'inconfort. Il faut être vulnérable. Mais quand je dis vulnérable, c'est pas une notion de faiblesse. C'est le contraire. C'est une notion de courage. Massaer Cissé est vice-président et directeur de BP pour le Sénégal. L'entreprise énergétique mondiale a en charge le gisement Grande Tortue Ahmeyim, au large de la Mauritanie et du Sénégal, l'un des plus grands gisements de gaz naturel d'Afrique. Il nous explique son style de management au sein d'un groupe qui pèse 75 milliards d'euros et nous raconte les péripéties qui ont jalonné sa remarquable carrière. J'avais une mission avec Deloitte à New York où j'ai fait de grosses erreurs. Et tu te dis, bon, ça y est, là, demain, j'ai plus de travail. C'est dans ces moments-là où la remise en question de soi est importante. Qu'un manager à un certain niveau de poste arrive à dire à ses équipes, expliquez-moi cela pour que je le comprenne. Il est en train de leur dire, mais vous êtes aussi capable que moi. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui veulent se lancer aujourd'hui dans des secteurs comme le tien, l'énergie, ou bien même dans d'autres secteurs? Curieux. Ça a l'air un peu simple, mais ça demande beaucoup d'humilité, de persévérance, d'écoute, beaucoup de discipline. Et je pense que ces notions-là peuvent servir beaucoup. On ne cherche pas à être leader. On est leader de par les actions qu'on fait. C'est fondamental de pouvoir se dire qu'est-ce que je veux faire en tant que personne. Peu importe là où on en est dans sa vie. Bienvenue dans Afropod. Si vous aimez ces conversations, pour nous soutenir, abonnez-vous, likez et partagez les épisodes avec vos proches, c'est très important. Et nous, de notre côté, eh bien, on vous promet de faire le maximum pour vous proposer des contenus toujours plus intéressants. Merci. Merci également à nos partenaires, Sonatel Orange, Au Royal et Réalité Sénégal, qui sont les sponsors de cet épisode. Et puis n'oubliez pas, ce que vous entendrez ici, vous n'entendrez nulle part ailleurs. Alors surtout, ça reste entre nous. Massaer Cissé. Qu'est-ce que je dois savoir de ton enfance pour vraiment comprendre l'homme que tu es aujourd'hui? Je pense que c'est une question qui a l'air simple, mais qui est très profonde. Donc, je suis né et j'ai grandi à Kaolack, au centre du Sénégal. J'avais 8 ans quand mon père est décédé. Donc, pour un enfant de 8 ans, un garçon de 8 ans, c'est très marquant. C'est l'âge où on commence juste à découvrir un peu les réalités de la vie, où on découvre un peu ce que c'est qu'être adolescent, ou peut-être pas adolescent, mais vers l'adolescence. Ouais. Et pour un garçon, un papa est très important. Ouais. Et perdre son papa à cet âge-là, c'est très brutal et traumatique. Mais ça marque. Et très vite, on apprend qu'à cet âge-là, la vie ne te fera pas beaucoup de cadeaux. Hein. Donc, tu l'as compris déjà à ce moment-là? Ouais, alors, peut-être pas tout de suite, mais au fur et à mesure que l'événement est en arrière, on le comprend, on le comprend vite. Et ça forge un caractère, ça forge une manière de voir les choses, ça forge une certaine manière d'avoir des relations. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman fantastique. À 8 ans, j'étais le plus âgé de 4 enfants. Donc, vous pouvez vous rendre compte de l'impact que ça peut avoir, non seulement pour moi, mais pour mes frères et sœurs. Et ma maman était même jeune. Ma maman avait 34 ans quand mon père est décédé. C'est très jeune à cet âge-là. Et avoir 4 enfants, moi, le plus âgé de 8 ans. Donc, forcément, tu as ce cadre familial-là qui est le plus important. Et après, tu as tout le volet social, le quartier, les amis, la famille et tout ça, ça aide à combler. L'école. J'ai beaucoup trouvé refuge dans l'école. Ça m'a beaucoup aidé à me concentrer. Tu étais plutôt bon élève alors, j'imagine? Oui, on va dire ça. c'est pas tout à fait ça. Si, j'étais bon élève. Pas tout le temps. Tu t'en sortais sans avoir à trop travailler, quoi, non, c'est ça? fallait travailler quand même. Fallait travailler. Comme je disais, j'ai une maman qui est très rigoureuse et qui ne donne pas d'espace à rater ses études ou pas. Donc, c'était vraiment une obligation. Petit jeune à Kaolack, anglophone, très tôt, tu vois, il y avait ces centres d'intérêt-là qui étaient très, disons, rêveurs. Et des fois, il y avait des échappées, quoi, au niveau des études, mais rien de grave. Hein. Mais il fallait travailler quand même. Fallait beaucoup travailler. Qu'est-ce qui a défini ton choix d'études? Donc, quelles ont été tes études après? À un moment donné, comment tu as fait pour t'orienter? Je ne dirais pas que c'est un choix
mûri dès le départ. C'est plutôt un concours de circonstances. Après mon bac à Kaolack, j'ai fait mes premières années universitaires en France. Je suis allé dans une université où j'avais de la famille qui ont fait la même fac en Normandie. J'ai fait des études financières et de gestion. J'aimais bien tout ce qui était entreprise, parce que j'avais l'impression que ça ouvrait le monde, en fait. Quels étaient les rêves d'enfants ou d'adolescents ou de jeunes? Est-ce que c'était vraiment, il y avait des opportunités qui étaient là et donc tu suivais un peu? Ou est-ce que tu avais vraiment des rêves, où tu te projetais dans un certain avenir, tu t'imaginais dans 10 ans, 15 ans? Oui, bon, on se projetait, hein, souvent, beaucoup même. Hein. Donc toi, tu te projetais comment? Enfin, tu te voyais comment? Il y a eu plusieurs étapes. Hein. Au tout début de la jeunesse, on va dire vers 10-12 ans, je me voyais comme pilote d'avion. Après, vers 16 ans, je me voyais comme basketteur pro en NBA. Après le bac, il faut étudier parce que il faut avoir un diplôme. Et tout d'un coup, les études orientent. Donc, ça shift au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque projection laisse des traces, même si on n'a pas suivi cette trace-là jusqu'au bout, mais ça laisse des traces. J'avais le besoin d'être dans un cadre où tu es exposé à plusieurs cultures, tu es exposé à l'international, tu as besoin de gérer, tu as besoin de résultats. Donc ça, c'était un peu le milieu où je voudrais être. Après, les rôles et postes exactement, pas forcément. Ça vient au fur et à mesure des opportunités. Après, comme on dit, on les prend en vol. Hein. Qu'est-ce que ces expériences t'ont apporté? C'est-à-dire le fait de quitter ton Sénégal natal, d'aller en France, ensuite d'aller aux États-Unis. Qu'est-ce que tu as pu piocher, on va dire, de ces différentes expériences dans ces différents environnements? Forcément, un jeune Kaolackois qui quitte le Sénégal, peut-être pas pour la première fois, mais qui quitte le cocoon familial pour la première fois. Et en France, oui, ça ébranle certaines certitudes qu'on avait en tant que jeune, mais après, ça ouvre aussi d'autres questionnements. Et est-ce que pour toi, le retour au pays était déjà programmé? Au fond de soi, c'est toujours là. Après, il faut le matérialiser. Ouais. Et après, ça vient avec plusieurs... disons, suivant les opportunités. Moi, j'ai vécu longtemps aux États-Unis, presque une vingtaine d'années, donc entre les études et le travail. Et après mes études à New York, j'ai commencé à travailler à Deloitte. Donc, c'est un cabinet de conseil. Et j'étais basé au bureau de New York. Et au fur et à mesure, j'ai fait ma carrière là-bas. J'ai passé plus de 10 ans avec Deloitte à New York. Donc, une belle petite carrière professionnelle dans un cadre très sympathique, hein. C'est New York City, c'est un peu ma ville de cœur, donc j'ai deux villes dans le cœur, hein, c'est Kaolack et New York. Hein. Donc, il y a un grand fossé, mais j'arrive quand même à les concilier. Ouais, apparemment. Mais comment on fait pour rentrer dans un cabinet comme Deloitte à New York? C'est quand même un cabinet très prestigieux. Comment ça s'est passé pour toi? Quand je faisais mon master, j'étais en stage dans un fonds d'investissement à New York. J'ai découvert en fait des consultants qui étaient en mission chez nous. Donc, j'ai travaillé avec eux, mais en tant que stagiaire dans la boîte dans laquelle ils venaient en tant que conseillers. Et leur travail m'a fasciné. Et donc, j'étais vraiment fasciné par ce qu'ils faisaient, par leur comportement, leur curiosité. Vous verrez que c'est un mot auquel je tiens beaucoup et qui posait beaucoup de questions parce qu'ils ont une mission centrée dans le temps. Il faut livrer des résultats, mais il faut voir beaucoup de choses, il faut voir beaucoup de personnes. Donc, quand je suis retourné finir mon master, j'avais la chance que les cabinets de conseil venaient recruter sur mon campus. Et même si j'avais une offre de retourner travailler dans la boîte où je faisais mon stage, j'ai posé ma candidature, disons, dans des cabinets, dont Deloitte, et j'avais la chance d'être retenu à Deloitte. Et juste après mon master, j'ai commencé dans le bureau de Deloitte à New York City. Ok, donc ce qui te plaisait dans le job, c'était quoi? C'était cette curiosité, cette rigueur? C'est ça, l'intensité, la curiosité, la rigueur, le professionnalisme. J'étais très attiré par ce métier-là. D'accord. Et j'avais bien fait parce que c'est un métier que j'ai adoré. Et j'ai fait ça pendant plus d'une décennie. Et ensuite, tu es venu rejoindre Deloitte au Sénégal, c'est ça?
Alors, au bureau de New York, on travaillait sur beaucoup de missions, hein. Donc, mes clients, c'était principalement des entreprises américaines avec du business à l'international. Donc, j'avais des clients dans plusieurs domaines, hein. Mais très rapidement, je me suis spécialisé dans le secteur énergétique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on fait le tour du monde avec ce métier, hein. En tout cas, j'avais la chance, depuis New York, d'avoir fait des séjours en Inde, au Brésil, au Canada, en Europe. Et c'est d'ailleurs au détour d'un séjour de travail, curieusement au Sénégal. J'avais un client aux États-Unis qui avait des intérêts dans la zone. Et je travaillais à l'époque avec le bureau de Deloitte à Dakar. Ouais. Et la responsable du bureau de Deloitte à Dakar s'appelait Thiaba Camara. Uh-huh. Et une dame que je respecte beaucoup, Et une que dame j'apprécie énormément aussi. qui est magnifique, hein. C'est vrai, c'est vraiment, moi, personnellement, une des personnes que je regarde, disons, de près parce que c'est quelqu'un qui m'inspire. Uh-huh. Et donc, à l'époque, je travaillais avec elle dans le cadre de cette mission-là. Et c'est elle qui m'a convaincu avec un projet professionnel, personnel aussi, pour rentrer au Sénégal. Et c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Ok. Tu n'as jamais regretté d'être venu? Ah non, jamais. Comme je le dis, c'est vraiment une décision que j'ai mûri à l'époque, hein, mais aussi le fait de quitter Deloitte New York, être dans la même boîte, rentrer au Sénégal, c'est vrai que ça facilite les choses, hein. Quand on a évolué dans un milieu très structuré, très organisé, tu parlais de rigueur, tu parlais de résultats, tu parlais de performance, etc., et qu'on vient au Sénégal où c'est un peu moins structuré, on va dire, un peu moins bien organisé, comment on fait pour s'adapter? Est-ce que ça a été facile pour toi? Alors, pas chez Thiaba. Chez Thiaba, c'est aussi bien structuré. Je me rappelle à l'époque, j'avais cet a priori. Uh-huh. Arrivé au bureau de Dakar, ça a rapidement disparu. Ok. Alors, ça, c'est dans le cadre de notre boîte à nous. Donc, les méthodes, le travail en équipe, la rigueur, les résultats, c'est aussi demanding, c'est aussi exigeant qu'à New York, hein. C'est pas très différent. Oui, mais alors, au-delà de la... Mais après, tu as le cadre plus général, disons, national, où là, oui, il y a forcément de l'adaptation à faire. Il y a forcément, disons, de l'apprentissage. Il y a forcément, disons, de la découverte. Mais on a l'impression que ce n'est que pour le retour qu'on s'adapte. Les gens oublient qu'on a aussi quitté le Sénégal pour aller à l'étranger. On s'est déjà adapté dans ce sens-là. Oui. On s'est adapté à une certaine manière de faire, de voir les choses, de travailler, qui n'était pas forcément la nôtre au Sénégal. C'est vrai. Donc, en quittant le Sénégal et en allant en France ou aux États-Unis ou peu importe le pays où on est, on s'est adapté à quelque chose de nouveau. On a découvert des manières de faire qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. Donc, ce n'est pas seulement en rentrant au Sénégal. D'ailleurs, même, je pense que chaque personne qui quitte le Sénégal et part, d'une manière ou d'une autre, est déjà préparée, au fond, à un retour. Ah bon? À mon avis. Ok. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile, hein. Oui. Mais le fait de s'adapter à quelque chose est presque ancré en nous. Oui, il y a déjà cette capacité d'adaptation. Cette capacité d'adaptation, elle est là. Elle est là. Mais c'est très bizarre de parler d'adaptation quand on est chez soi. Oui, mais en même temps, tu as quand même été formaté, forcément. Tu as été formaté par tes expériences. Exactement. C'est ce que je disais au début. Chaque expérience, chaque projection, chaque, disons, projet laisse des traces. Ouais. Formate, qu'on le veuille ou pas. Et d'ailleurs, même d'une manière inconsciente. Donc, quand on rentre au Sénégal, oui, on a ce projet souvent personnel, qui est un mélange du côté professionnel et du côté, disons, social, familial, qui fait que on a cette envie de rentrer au Sénégal. Mais en rentrant au Sénégal, on doit se réadapter. Et je pense que c'est le bon mot, se réadapter aux réalités locales. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi, justement, dans cette réadaptation? Alors, peut-être qu'il faudra le dire avec un peu de recul, mais je pense que le plus difficile,
Le plus difficile, ce n'est pas la partie professionnelle, pas forcément cela, parce que comme je l'ai dit, j'avais la chance d'être dans un cabinet international où les standards sont presque pareils. Mhm. Et surtout d'avoir une boss comme Chaba où la rigueur est de, est de mise. Et de mise. Donc, sur cet aspect-là, je pense que ce n'était pas très difficile. Mhm. Après, maintenant, ça sera plutôt l'aspect aussi social. Je ne pense pas que ça soit difficile, à mon avis personnel. Ok, pour toi, ça n'a pas été compliqué. Non. À mon avis personnel, non. En tout cas, à mon expérience personnelle, comme je le dis, à 18 ans quittant le Sénégal, on sait ce que c'est que les relations à la sénégalaise, on sait ce que c'est que le masla, on sait ce que c'est que les amis, on sait ce que c'est que la définition de ce qu'est un espace personnel, très limité, mais c'est pas grave. On sait tout ça. C'est vrai qu'en partant pendant très longtemps, plus de 10 ans, 15 ans ou même 20 ans, Ouais. on en perd un peu certaines notions, Oui. mais elles sont là. D'accord. Elles sont là. Mais la société évolue aussi. Le Sénégal a beaucoup évolué en 20 ans. Oui, et d'ailleurs, c'est intéressant que tu dises cela parce que c'est là où je pense que la réadaptation est la plus difficile. Ok. En partant, on laisse le pays où on laisse en tout cas son cadre familial ou sociétal dans un certain niveau, en certains, niveaux d'évolution. On rentre et ça a totalement changé. Mhm. Donc, la réadaptation, elle est plutôt dans ce sens-là. On a raté quelque chose Uh-huh. et comment est-ce qu'on le réconcilie avec l'idée qu'on avait Ouais. du pays qu'on a laissé derrière soi. Donc, je pense que cet espace-là est très intéressant. Ce n'est pas un besoin de retrouver ce qu'on a laissé derrière, c'est pas ça, parce qu'on sait très bien que la vie évolue, Mhm. mais les notions sociétales, les notions, disons même humaines, évoluent. Ouais. Et je pense que souvent, c'est dans cet espace-là où les gens qui reviennent au pays ont du mal à s'adapter. L'année de ton départ, c'était quelle année? 96. 96. Et tu es rentré? Et le premier séjour professionnel, 2015. Ok. Donc 96-2015. Oui. C'est tout un monde. Oui. Parce que 96, donc c'était déjà Ouais, avant disons l'alternance. une vingtaine d'années à l'étranger. Voilà. Une vingtaine d'années à l'étranger, c'est ça. Tu vois, donc c'était déjà avant l'alternance, avant oui. Ablaye Wade, Ah oui. 2015-2016. Le Sénégal avait complètement changé. C'était Totalement. complètement différent quand Totalement. Je suis parti, c'était Abdou le président. Je suis revenu, c'était Macky Sall le président. Voilà. Entre-temps, il y a eu 2 mandats d'Ablaye Wade. Donc, on en a raté des choses. J'en ai raté des choses. Mais qu'est-ce qui avait changé pour toi quand tu es revenu t'installer vraiment définitivement au Sénégal? C'est ça. Qu'est-ce que tu as constaté qui était foncièrement différent de 20 ans auparavant? Alors, ce qui est intéressant, et je le rappelle tout le temps, la première fois où j'habitais Dakar, en tant qu'adulte, disons, c'est quand je suis rentré au Sénégal. Ah oui, parce qu'avant, tu étais à Kaolack. Je suis de Kaolack. Oui. Je suis un Saloum fier. Donc, je rentre au Sénégal, mais je ne suis pas chez moi. Je ne suis pas dans le cadre, dans le Sénégal que je connais, à l'aise, mes rues, mes copains, la famille, mon quartier. Donc, c'était bizarre. Donc, c'était 2 adaptations à la fois. Donc, c'était rentrer au Sénégal, mais découvrir Dakar en même temps. Ah ouais. C'était pas facile, mais c'était très excitant. Ouais. Il faut aller chercher les clients, il faut former les équipes. Et d'ailleurs, c'est un des aspects, moi, qui m'intéresse le plus dans le métier dans le métier où j'ai évolué pendant toutes ces années-là, c'est le travail d'équipe. Il faut former des personnes, il faut former des équipes, et ça forge Donc Et c'est aussi ce qui est le plus compliqué, je pense, de trouver les bonnes personnes, de former ces personnes-là. Moi, c'est ça la question. Le mindset, l'état d'esprit, la mentalité. Oui. L'adaptation à cette mentalité différente-là. Oui. Comment ça s'est passé pour toi? Oui. Mais je pense qu'en gros, ça s'est très bien passé. Ça s'est bien passé parce que quand je dis adaptation, je n'avais pas des objectifs fixés. Okay. On fait avec ce qu'on a. Ok. D'accord? Il faut savoir créer avec ce qu'on a. Je vais pas venir à Dakar, quitter New York, venir à Dakar et attendre de Dakar
qu'elles soient New York. Attendre des Dakarois, qu'elles soient des New-Yorkais. Attendre de mes équipes à Dakar, ce n'est pas... It's not fair. Ce n'est pas... C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas légitime non plus. Ce n'est pas juste. Donc, dans ce cadre-là, à mon avis, ça facilite l'adaptation parce que on a d'abord cet aspect de découverte. On se donne l'espace de comprendre les choses. On se donne l'espace de découvrir la réalité. Ouais. Observer, écouter, comprendre. Okay. Mais quand on arrive avec des idées bien arrêtées, oui, je débarque de Paris, je débarque de New York, je sais tout. Ça doit se faire comme ça. Ça doit se faire comme ça, c'est là-bas les best, ici on ne connaît rien. C'est là où je pense que dès le départ, on se met des obstacles. Okay. Et je pense que la meilleure manière de s'adapter, c'est d'en faire une affaire personnelle. Ce n'est pas forcément aux gens de s'adapter à moi. C'est à moi de s'adapter aux gens. Et je pense qu'au fur et à mesure que cette relation prenne, on va les impacter positivement. Mais quand on arrive avec des objectifs d'adaptation pour les autres, et pas forcément pour soi, tout est faussé dès le départ. Ça, c'est intéressant pour tous les gens qui nous regardent et éventuellement qui sont à l'étranger et qui pensent à revenir en Afrique, parce que certains sont revenus et puis ça n'a pas marché, ils sont repartis. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que ça n'a pas marché? C'est que justement, ils ont eu trop d'exigences, ils n'ont pas su s'adapter, se réadapter? Oui, alors, ce n'est pas seulement le fait de se réadapter ou pas. Hein. Il y a des expériences qui n'ont pas marché parce que ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui fait que dans ton cas, ça a marché? C'est d'abord que tu étais dans un cadre professionnel qui était carré et rigoureux, avec Deloitte Sénégal. Oui. Et ensuite, parce que tu as eu cette capacité d'adaptation aussi pour le reste? Exactement. Alors, je pense que oui, ce sont ces deux choses-là. D'accord. Mais les fondamentaux qui font ou qui peuvent aider, disons, à la réussite, l'aspect curiosité, apprendre est très important. C'est quand on arrive avec des certitudes, il faut en avoir. Hein. Il faut en avoir des certitudes. Il faut avoir des idées. Des convictions. Mais il faut se laisser un espace autour de ces convictions-là, de flexibilité pour les adapter. Ouais. C'est très important. Et pour progresser. Et pour apprendre, parce qu'on continue d'apprendre. Hein. Ça, c'est en anglais, on dit c'est un lifelong journey. Ça ne s'arrête jamais. C'est le travail de toute une vie. Toute une vie. Et donc, je pense qu'en revenant au Sénégal ou en revenant chez soi, il faut se laisser cet espace d'apprentissage. Ce qui importe, c'est le résultat final. Et surtout aussi de comprendre que ce n'est it's not a one-way street. Il y a une partie qui nous incombe, mais une grande partie de notre réussite qui dépend des autres. Les autres aussi. Donc, et ça, je pense qu'on ne le prend pas assez en compte. Okay. On se met beaucoup de pression. Oui. Avant d'arriver, voici comment on va faire, voici. C'est bien parce qu'il faut bien structurer les choses, mais il faut toujours laisser de l'espace d'adaptation, de flexibilité. Pas dans les objectifs, hein, mais dans la manière. D'accord. Okay. Donc j'entends ouverture d'esprit, qui est peut-être un autre mot pour curiosité. Exactement. Et créativité qui va avec. Oui. Je pense que c'est très important d'être créatif dans la vie de tous les jours. Hein. Et en partant à l'étranger, on est très créatif. Hein. Oui. Quand on n'a pas grand-chose dans les poches, il faut être créatif pour manger, il faut être créatif pour sortir, il faut être créatif pour les divertissements. Pour créer du lien avec les gens autour de nous. Il faut de tout ça. Et je pense que c'est l'un des aspects de l'émigration qui, à mon avis, est le plus fantastique, surtout pour un jeune de 18 ans de Kaolack. Tu arrives, il faut être créatif. Sinon, tu es écrasé. Sinon, tu n'es personne. Sinon, tu n'es rien. Donc, tu étais à Deloitte au Sénégal. Et puis, à un moment donné, tu passes du conseil à l'opérationnel pur, puisque tu deviens directeur général de Lekela Power. Tu vas nous en dire un petit peu plus, m'expliquer déjà quelle était l'activité et comment ça s'est passé, en fait. C'est un fonds d'investissement anglais qui s'appelle Actis et qui avait plusieurs plateformes. Donc, Lekela en faisait partie.
Lekela, c'était un peu la plateforme énergie renouvelable. On couvrait toute l'Afrique. Et on avait des projets au Sénégal, en Afrique du Sud, en Égypte, au Kenya. On couvrait beaucoup de pays, au Ghana, au Nigeria. On couvrait beaucoup de pays. Et comment ça s'est passé? C'est eux qui sont venus te chercher? Oui, alors je les connaissais déjà dans le cadre de mon travail. Et quand le besoin s'est manifesté d'ouvrir le bureau au Sénégal et de développer des projets dans la sous-région, j'avais l'opportunité de rejoindre l'équipe et ils avaient l'amabilité de m'accepter comme directeur général au Sénégal. Alors, comment est-ce que s'est passée cette transition, encore une fois, cette réadaptation entre conseil et puis là, tu es le boss de la boîte, tu diriges les choses. Exactement. Est-ce qu'il y a eu des difficultés d'adaptation de ton côté? Est-ce que c'était plus compliqué que tu ne le pensais? Oui, beaucoup plus compliqué que je pensais, mais ce qui rend les choses, à mon avis, beaucoup plus intéressantes d'ailleurs. Hein. J'étais le premier employé, j'étais employé number one. Okay. Il fallait construire de zéro toute une nouvelle organisation basée sur un modèle bien éprouvé, hein, mais le modèle des fonds d'investissement est très, très, très intéressant. C'est un flat structure. On privilégie un peu la disponibilité, on privilégie la réactivité, on privilégie le résultat immédiat, on privilégie vraiment ces aspects de flexibilité, tant dans le travail que dans les relations. Hein. Quand tu es à Lekela, comment ça se passe pour toi? D'abord, il y a un beau projet quand même qui est les éoliennes de Taïbandiaï. Exactement. Voilà, parle-nous un peu de ce projet-là. Comment ça s'est passé pour toi? Combien de temps tu es resté là-bas? Oui, alors, quand j'ai quitté Deloitte pour aller à Lekela, comme je le disais, c'est une plateforme d'investissement, d'un fonds d'investissement dans l'énergie renouvelable, avec beaucoup de projets en Afrique, dont le parc éolien de Taïbandiaï au Sénégal, le premier parc éolien en Afrique de l'Ouest. C'était le premier projet de ce genre au Sénégal, mais même au-delà. Et comme je l'ai dit, premier employé, il fallait tout gérer, la partie gestion, recrutement, équipe, relation avec l'État. Alors, justement, j'aimerais bien avoir les conseils, la bonne approche. Quand tu arrives et que tu dois tout bâtir à partir de rien, c'est souvent le cas des entrepreneurs qui se lancent dans un nouveau projet. OK, tu commences par quoi? Comment est-ce que tu fais concrètement? Comment est-ce que ça se passe? Cet aspect-là, pour moi, c'est presque philosophique, c'est presque fondamental. Mon style de management, c'est ce que j'appelle un management d'apprentissage, un management curieux. C'est le manager qui vient, au lieu de dire « je connais tout », il se dit « je dois tout apprendre ». Et à partir de là, on n'a pas le choix. On écoute tout le monde. Mais au début, tout le monde, c'est que toi. Oui, d'abord, il faut recruter. C'est ça. Il faut recruter, mais comme je dis, ce n'est que moi, mais on n'est pas seul. On a beaucoup je travaille pour un grand fonds d'investissement basé à Londres, on a des plateformes, on a des modèles disons, d'installation, on suit ça. D'accord. Mais une fois que c'est déjà structuré et que c'est mis en place, là, il faut développer le business. Là, il faut construire. Là, il faut gérer les équipes, le travail, les communautés, l'État, les clients. Et c'est dans cet espace-là, disons, relationnel. Parce que l'aspect technique en soi, c'est challenging, c'est innovant, mais ce n'est pas le plus difficile. Mais l'aspect humain, dans le cadre de tes relations avec tes équipes, dans le cadre, disons, dans le cadre de travail avec l'État, dans le cadre... parce qu'à la fin de la journée, c'est que des personnes. Hein, on ne travaille pas avec des structures, on travaille avec des personnes. Comment est-ce qu'on tire le meilleur de soi d'abord, mais aussi des équipes, comment on arrive à convaincre une communauté qu'on doit installer ces grosses machines dans 60 hectares autour de villages. C'est énorme. Et ces aspects-là, au tout début, on pense que l'innovation technologique est le plus important. Pas forcément. La partie humaine est très complexe. Et je pense que cette philosophie managériale de se dire que oui, j'ai des choses à apporter sur la table, mais je n'ai pas tout, je n'ai pas toutes les réponses, mais je vais avoir toutes les questions. Et à la fin,
elles seront toutes résolues. Et je pense que c'est le plus important. Les gens ont tendance à mettre l'accent sur les réponses et se forcer à avoir les réponses, non. Je préfère avoir les bonnes questions que d'avoir les mauvaises réponses. Donc, j'arrive avec les réponses qui me sont naturelles de par mon expérience, de par mon travail, mais je dois avoir les bonnes questions. Et pour avoir les bonnes questions, il faut être curieux. Être à l'écoute. Ouais. Il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute de ses équipes. Il faut être à l'écoute de tout le monde. Dakar connaît un boom immobilier spectaculaire, mais certains projets se distinguent par leur niveau d'exigence. C'est le cas de Résidence Magib, signé Réalité Sénégal. Un immeuble sublime dont la construction démarre actuellement, situé en plein centre-ville, avec une piscine élégante, une salle de sport moderne et un parking sur 2 niveaux de sous-sol. Que vous cherchiez à installer vos bureaux, à habiter dans des appartements haut de gamme allant du F2 au F4 ou bien à investir pour demain, Magib de Réalité Sénégal vous propose la sécurité d'un projet solide et la fierté d'une adresse au cœur de Dakar. Pour plus d'informations, vous pouvez scanner ce QR code, cliquer sur le lien dans la description ou appeler Réalité Sénégal au 221 76 450 85 00. Est-ce que tu penses que tu es quelqu'un d'ambitieux? Parce que quand je t'entends, finalement, la vie t'a amené dans tes différentes phases, presque naturellement. J'ai pas l'impression qu'il y avait un drive de ta part en disant « Ouais, je veux atteindre tel objectif ou quoi ». Mais en même temps, tu as été quelqu'un de brillant qui a vraiment bien réussi. Aujourd'hui, tu es à la tête de BP. Bon, c'est pas rien. Tu vois, directeur, vice-président de BP, directeur pour le Sénégal. C'est une très belle réussite. Mais en même temps, j'ai pas l'impression que tu avais une ambition démesurée. L'ambition est là. Je pense que l'ambition a été toujours là. Mais ce n'est pas ce que je mets en avant. L'ambition n'est pas le moteur, en fait. Je pense que l'ambition n'est pas le moteur. Et si on revient un peu en arrière, un jeune de 15-16 ans à Kaolack, oui, il y a des ambitions qui sont presque dictées par ton cadre social, par tes relations, par tes amis, par tes intérêts, tes centres d'intérêt. Comme je le disais, pour moi à l'époque, c'était le hip-hop, c'était l'anglais, c'était le basket, c'était tout ça. Oui, il y a des ambitions. Mais après, j'ai toujours été, je pense, quelqu'un pour qui le process est aussi important que la finalité. Il faut vraiment avoir des ambitions, oui, mais il faut aussi réaliser des choses. Je ne sais pas si je me fais comprendre clairement, mais il y a une grosse différence entre avoir une ambition et tout mettre en œuvre pour que cette ambition se réalise ou pour qu'une chose se réalise. Et je pense que dans mon cas, l'ambition venait au fur et à mesure. Des opportunités, des expériences, des possibilités. Mais ça n'a jamais été un drive dès le départ de dire « je vais faire ça, je vais… Oui. » Mais le drive, pour moi, le plus important, c'est de tout faire pour être le meilleur de soi à tout moment. Wow. Et après, les opportunités qu'on va avoir, c'est pas forcément l'ambition qui va l'amener. Hein. Ça, c'est la vie, c'est Dieu, c'est ça. Comment on sait qu'on est le meilleur de soi? Comment on sait qu'on a tout fait, qu'on a donné le maximum, qu'on a fait du mieux qu'on pouvait? Comment on sait? Je ne suis pas sûr que j'ai la réponse. Mais à mon avis, hein, c'est un voyage, c'est un process. Et quand on est dans un process, la finalité n'est pas importante. Ce qui est important, c'est quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que je peux faire de mieux aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire de mieux demain? Qu'est-ce que je peux faire de mieux la semaine prochaine? Qu'est-ce que je peux faire de mieux l'année prochaine? Et je pense que c'est ce process-là qui, d'amélioration fait qu'on tend. Je pense que c'est quelque chose vers quoi on tend, mais on n'y arrive jamais. Ouais. Et je pense que y mettre
des mesures figées figées n'est pas forcément la bonne manière. Mais quand on comprend que l'amélioration, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit spirituelle, elle est toujours dans ce mouvement, disons, dans cet engouement d'aller de l'avant, de s'améliorer. Je pense que ce processus-là qui est important. C'est pas la finalité en soi. Parce que la finalité, on va jamais y arriver vraiment. Mais y tendre chaque jour, c'est ça qui fait que c'est intéressant. Et c'est ça qui fait d'ailleurs qu'on regarde derrière et qu'on se dit, ah, là j'ai été mieux qu'hier, là j'ai fait mieux qu'hier. Tu as fait du développement personnel, quelles sont les choses sur lesquelles tu t'appuies, quels sont tes socles pour avoir cette philosophie-là et cette façon de te mouvoir dans ta vie? On n'en est pas forcément conscient, mais je pense que quand je regarde en arrière, c'est tout un trajet de vie. Hein. C'est, comme je le disais, être orphelin de père à 8 ans, ça forge un caractère pour un garçon. Avoir une mère comme la mienne, rigoureuse, disciplinée, travailleuse, brillante, ça inspire. Et après, avoir la chance d'avoir un cadre familial disons très très proche, avoir la chance d'avoir grandi à Kaolack, une ville très qui met dans le cœur. T'es vraiment amoureux de Kaolack. Oui, c'est comme tous les Kaolackois. Hein, ça, je peux te le confirmer. Mais créatif, dynamique. Je pense que ça donne des bases. Est-ce qu'en tant que DG, tu as des routines? Est-ce que tu as eu des mentors? Est-ce que tu as des rituels qui te permettent justement d'être le meilleur que tu puisses être chaque jour? Des routines, oui. On développe des routines au fur et à mesure de l'expérience. Ce n'est pas forcément conscient. Des fois, on se l'impose. Mais souvent, quand on se l'impose, c'est qu'on a raté une discipline quelque part et qu'on est en train de rattraper les choses. Donc, j'aime pas trop quand je dois me dire « Ah, il faut que je fasse ça, c'est que j'ai oublié. » Mais quand ça devient inconscient, c'est là où c'est mieux, à mon avis. Parce que c'est built-in. C'est vraiment quelque chose qu'on vit sans s'en rendre compte. Ça devient naturel. Nature, Et je pense que je tends vers ça. Je tends à avoir des routines de gestion qui sont, comme je dis, très humaines, qui ont l'air basiques. C'est le relationnel, c'est l'écoute. C'est bien sûr la partie technique, on la gère. Hein. Et par exemple, dans le travail que je fais en ce moment, j'ai la chance de travailler avec des ingénieurs, comme je le disais, qui sont immensément plus intelligents que moi et qui vont me gérer tout ça. Mais il y a d'autres aspects qui m'incombent, la prise de décision, quelles sont les conséquences derrière si on fait le mauvais choix. Et ça, ce sont des choses qu'on développe et qui sont, disons, un ensemble qu'on a acquis au fur des années et qu'on continue d'ailleurs d'améliorer. Hein. Mais alors, donne-nous des petits tips là. Il faut que tu nous dises concrètement, est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place? Je pense que la réflexion est importante. Se poser, réfléchir un peu avant de faire des choix, réfléchir beaucoup avant de parler, écouter les gens, trouver ce qu'on appelle en anglais un sounding board, des gens à qui on a confiance, qui peuvent vous refléter ou qui peuvent vous refléter un peu ce que vous avez en tête ou tester. Et ne pas être dans la certitude. Je pense que c'est très dangereux pour un manager d'être dans la certitude. Ça veut dire que tu as quelques personnes à qui tu demandes souvent leur avis sur certaines choses, c'est ça? Oui. De toi? Oui. Je pense que dans ma carrière, quand je fais mes équipes, je mets beaucoup l'accent sur cet aspect-là quand je recrute. Je ne recrute pas des personnes que pour la partie technique de leur métier. Pas que pour les compétences? Pas que pour les compétences techniques. Je recrute aussi de la compétence humaine. Je recrute aussi de la compétence de coaching. Des fois, on pense que le coaching, c'est du boss vers les équipes, mais des fois, c'est dans l'autre sens. On a tendance à beaucoup apprendre de ces équipes. Et quand je recrute ou quand je
trouve des gens déjà recrutés dans des boîtes. Mes relations de travail sont beaucoup basées sur cette notion de sounding board. Je ne trouve pas le mot en français, mais c'est des gens en qui tu as confiance pour discuter de tes idées et de les tester pour voir si ça tient la route. Et, parce que comme je le disais, en tout cas, c'est mon avis personnel, la certitude pour un manager, c'est une prison. C'est très dangereux parce que c'est là où on fait des erreurs en tant que manager. Et c'est là où on ne pose pas de questions parce qu'on a des certitudes. C'est là où on n'écoute pas parce qu'on est sûr de soi. C'est là où on rate l'occasion de s'améliorer, d'améliorer la décision, d'améliorer le résultat. Donc, les certitudes en tant que manager, c'est très dangereux. La vraie ignorance, c'est pas de ne pas savoir, mais c'est de croire qu'on sait alors qu'on ne sait pas. Exactement. Exactement. Même quand on sait et qu'on est presque sûr de la chose, il faut toujours tester. Il faut toujours avoir l'avis. Évaluer quand même. Évaluer. Il faut toujours avoir des avis. Ne pas avoir peur des avis contraires, parce que ça permet d'améliorer la chose, en fait. Mais pour ça, il faut avoir les bonnes personnes autour de soi. Et c'est pas dans la rue tout de suite que tu vas le faire. Hein. Ça se construit. Ça se construit au fur et à mesure de l'expérience de travail, au fur et à mesure des années. Je pense que ça, c'est important. Quand on est manager, quand on est responsable, surtout dans un monde moderne qui est très dynamique, les certitudes s'ébranlent très vite. Tu parlais de la réflexion, d'avoir des moments de réflexion. Est-ce que ça veut dire que tu te bloques des plages de rendez-vous avec toi-même, presque, où tu réfléchis sur certaines choses, où tu te projettes peut-être? Oui, c'est pas forcément des plages horaires bloquées dans le calendrier, disons, du jour, mais oui, se forcer à avoir un certain temps, c'est très bien au début d'une journée, quand on prend un café ou quand on lit les news, de se laisser un peu cet espace de réflexion, disons, de visibilité. Je pense que ça, c'est important. Combien de temps? Si on veut être très pragmatique. J'ai pas vraiment de règles, hein, mais une demi-heure, ça suffit largement. À mon avis, des fois, si tu as 1 heure, parfait. Des fois, tu as 15 minutes. Donc, c'est pas forcément le temps, mais c'est la discipline de se dire, OK, chaque jour, je m'impose cet espace de réflexion-là. Pour pas sur les autres, hein, sur soi. Sur ce qu'on va faire. Et parce que dès qu'on commence à réfléchir sur les autres, là, il te faut 5 heures. Hein. Et c'est là où tu t'en sors pas. Ça, tu n'en finis pas, là. Il faut vraiment être selfish. Il faut vraiment c'est l'espace où on se concentre sur soi. Et donc c'est quoi? Qu'est-ce que tu te poses comme question à ce moment-là? C'est est-ce que j'aurais pu mieux faire? Ou bien qu'est-ce que je dois faire? Comment ça se passe? Oui, alors ça va être, ça va dépendre des priorités qu'on a ce jour-là, cette semaine-là, ce mois-là. Mais la dynamique on est toujours en train de réfléchir sur soi. C'est-à-dire, je prends un exemple, je me lève, on prépare quelque chose de très important comme réunion avec des ministères, avec l'État ou avec des clients. Je vais avoir des rapports qui ont été préparés la veille, je vais avoir des rapports techniques que je vais devoir comprendre, je vais avoir des rapports financiers, je vais avoir des rapports, disons, de relations ou du corporate communication. Tous ces aspects-là font de la matière, mais ça reste technique. Après, je dois comprendre avec qui j'ai affaire, quelles sont leurs priorités, mais surtout, comment moi, je vais prendre cela. On a tendance à très rapidement aller vers les autres parce que c'est facile hein, quand on a un certain niveau de pointer le doigt parce que tu es seul par là et que tu as 10 000 personnes de l'autre côté. Donc, c'est très facile de choisir et d'aller vers les autres, même dans la réflexion le matin ou de prendre un rapport, de le lire et de ne pas être d'accord et rapidement de penser que la personne en face a tort. C'est pas forcément ça. C'est OK, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'ai... Bah non, peut-être pas. OK. Là, je vais demander plus de renseignements. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans cet exercice-là, on devient un meilleur coach, on devient un meilleur manager par rapport aux autres. Parce qu'on est en train d'aider les autres à grandir sans le savoir.
Parce qu'en posant des questions, en montrant une certaine vulnérabilité, une vulnérabilité intellectuelle, hein, mais honnête. Et bien sûr, elle doit être prise comme telle de l'autre côté. Elle ne doit pas être vue comme une faiblesse. Elle doit être vue comme quelque chose de naturel, une curiosité. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une vulnérabilité. Il y a un gros fossé. Ça peut arriver que ce soit pris comme une faiblesse. Oui. Et c'est là où je dis, il te faut trouver les bonnes personnes qui autour de toi, dans ton équipe, dans ton cadre social, en qui tu as confiance et qui te connaissent et qui ne vont pas voir ça comme une faiblesse, mais comme quelque chose, comme une opportunité de combler un vide, comme une opportunité de s'améliorer. Et ça, on ne le fait pas assez. On a tendance à prendre quelque chose, ne pas le comprendre et ne pas se remettre en cause, en fait, et de remettre en cause rapidement l'auteur. Alors qu'en fait, c'est pas forcément ça. Mais même si l'auteur a fait une erreur, le fait que moi, je n'ai pas compris, et en demandant à l'auteur de m'expliquer, l'auteur peut se rendre compte de l'erreur. Et tout d'un coup, l'auteur s'améliore. Donc, c'est vraiment comment on dit, un cercle positif. C'est un cercle vertueux d'amélioration de soi, mais aussi d'amélioration des autres autour du groupe. Alors, vice-président de BP, directeur de BP Sénégal, c'est un sacré job. Comment ça s'est passé d'abord? Comment est-ce que tu en es arrivé là? C'était déjà un client à moi quand j'étais à Deloitte à New York. Donc, c'est pas nouveau. Tu avais déjà ton réseau je connaissais bien le projet que j'allais prendre en main, parce que c'est un projet dans lequel j'ai travaillé en tant que consultant avant. Alors, comment ça s'est passé avec BP? Un jour, tu reçois un coup de fil, on te propose le poste? Non, on me le propose pas. Ce n'est pas aussi simple que ça, mais c'était un poste qui était ouvert. Alors, sur certains postes, c'est pas des postes ouverts en public, mais le recrutement se fait d'une manière ou d'une autre, quoi. Et j'étais considéré. On m'a demandé si ça m'intéressait. J'ai dû concourir comme tous les autres candidats et à la fin, j'ai été choisi. Quand tu as été choisi, qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de... Enfin, voilà, le jour où tu dis « OK, j'ai le job », oui. Est-ce que c'est plus déjà la satisfaction? Forcément. Et puis peut-être un peu d'appréhension par rapport à la responsabilité. Oui, beaucoup d'appréhension, mais beaucoup de curiosité. Et moi, j'adore ça. Donc oui, tu as peur, t'as un peu la trouille, mais c'est un peu excitant aussi. T'as le cœur qui bat fort. Tu peux pas, comme on dit, you can't wait to start. Mais tu étais impatient de t'y mettre. Oui. J'ai même négocié comment on l'appelle, un préavis. Un préavis beaucoup plus court que normal parce qu'il fallait débuter vite, quoi, tu vois. Je ne pouvais pas rester 3 mois à attendre. Donc, mais comme je l'ai dit, je connaissais déjà le projet bien avant, mais surtout, j'en connaissais le potentiel. On va parler, tu peux l'expliquer. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce projet, donc Grande Tortue Ahmeyim, c'est comme ça que ça se prononce, je crois. C'est ça. Explique-nous, en tant que total néophyte, on n'y connaît rien. Dis-nous ce que c'est exactement. Oui, très rapidement. Alors, c'est un projet de développement de sites de gaz naturel offshore, donc en mer, entre le Sénégal et la Mauritanie. Un site découvert en 2014. C'est un grand gisement de gaz offshore. Et c'est vraiment important comme gisement. C'est très important. C'est très important. On ne va pas rentrer dans la terminologie technique, mais à l'époque, c'était le plus grand au monde. Donc, pour vous dire la taille de la chose, hein, donc le potentiel est très important. Quand on a démarré la construction d'un des actifs du projet, ce qu'on appelle FPSO, c'est un grand bateau en mer. Grosses plateformes. Des grosses plateformes comme des petites villes flottantes. C'est des villes. C'est des villes. Et nous, on construisait le nôtre en Chine. En plein Covid. Et je te donne un exemple. Quand on construisait ce bateau-là en Chine, sur le site de construction, il y avait 3000 personnes par jour. Waouh! Tout d'un coup, Covid, et l'État chinois te dit, tu ne peux pas avoir plus de 500 personnes. Tu passes de 3000 à 500 personnes.
Et ça impacte tout le projet, ça impacte tout le process, le calendrier. Donc, c'était très problématique. Hein. Ouais. Mais encore une fois, les challenges, c'est là où vraiment on développe certains traits de caractère qu'on ne connaissait pas avoir. Hein. C'est quoi? C'est la patience? C'est tout. C'est garder son sang-froid. Oui, pas tout le temps. Des fois, on le perd, hein, mais il faut le retrouver rapidement. Faut le retrouver rapidement. Et le travail d'équipe, vraiment savoir compter sur les autres, savoir déléguer des tâches. Mais quand je t'entends, quand même, j'ai quand même l'impression que tu es dans un monde merveilleux, quoi. Parce que moi, j'ai pas... Ou bien alors, tu as un super pouvoir qui te permet d'arriver à trouver l'harmonie dans tous les contextes. Oui, alors, le monde merveilleux, je ne suis pas sûr. En tout cas, je ne vais pas le décrire comme cela. Au jour le jour, ça ne l'est pas. OK. Il y a quand même parfois des mentalités qui ne sont pas... Forcément, c'est des projets très importants, que ce soit celui-là ou même un autre projet de la taille de parc éolien, c'est problématique. Hein, ou même des projets beaucoup plus petits. Mais ce qui est important, ce n'est pas forcément la taille du projet, ce n'est pas forcément la taille de la boîte, mais c'est comment on réagit. À mon avis, comme manager, il faut être à l'aise avec le mal-être. Il faut être à l'aise avec les difficultés. OK. Il faut vraiment sortir de sa zone de confort. OK. Et être dans cette zone un peu, disons, inconfortable, difficile à gérer, avec beaucoup de problèmes. Mais c'est là où les avancées se font. Okay. C'est là où les choses se construisent, en tout cas les grandes choses. Est-ce qu'il n'y a pas des moments aussi où il faut dire non? Parce que là, moi, j'aime bien ton ouverture d'esprit. Je pense que c'est une preuve d'humilité et effectivement, c'est un espace où beaucoup de choses peuvent se faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque d'aller un peu trop loin dans la tolérance? Oui, si, le risque est là. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne connaît pas les limites. Hein. Il faut avoir les limites. Hein. Il faut à un moment donné prendre des décisions. Hein. Sinon, on ne t'attend pas. Donc, oui, il faut avoir cet état d'esprit, d'ouverture d'esprit, d'écoute, de patience. Mais il faut aussi être très, en anglais, on dit ruthless. Ça veut dire vraiment sharp. Il faut vraiment être... c'est intransigeant d'une certaine façon? Intransigeant dans la prise de décision. Dans la prise de décision. Il faut être tranché. Mais, ouais, il faut être tranchant. À un certain moment. À un certain moment. Il faut être tranchant. Mais après s'être donné le moment de découverte, d'étude, de compréhension. Et la subtilité, c'est peut-être de savoir ce moment-là, combien de temps il doit durer. Oui, après, ça va dépendre des personnes, ça va dépendre des projets, ça va dépendre des priorités, ça va dépendre des pressions externes. Il y a tout cet aspect-là qu'il faut prendre en compte. Ce n'est jamais la même chose. On ne prend jamais la même décision deux fois. Mais en tout cas, à un moment donné, oui, il faut savoir dire non quand il faut dire non. Mais il ne faut pas dire non pour dire non. Il ne faut pas aussi dire oui pour dire oui. Être vraiment aligné. Exactement. En interne d'abord, avec soi. Et surtout avec les autres aussi. Être en ce moment à la tête de BP au Sénégal, avec tous les enjeux que sont le pétrole et le gaz, on sait ce que ça veut dire. Déjà, toi, en tant que Sénégalais, j'imagine que c'est quelque chose qui compte beaucoup pour toi parce que ça peut apporter beaucoup pour le pays. Donc, concrètement, ce projet GTA, qu'est-ce qu'il va apporter aux Sénégalais? Avoir une disponibilité de gaz localement pour pouvoir impacter la création de valeur localement avec les industries, mais aussi impacter la production d'électricité. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, l'énergie est un facteur de développement. Et il y a une corrélation presque parfaite entre le développement d'un pays et l'accès à l'énergie de ses citoyens. Tout simplement dit, plus un pays est développé, plus les citoyens ont accès à une énergie. D'accord. En Afrique, par exemple, pour revenir à ça, aujourd'hui, on a 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie. C'est énorme. À une énergie d'une manière continue. Ça, c'est l'Afrique entière, tout le l'Afrique entière. Aujourd'hui, c'est 600 millions. C'est presque 50% des Africains qui n'ont pas accès à une énergie fiable. Qui connaît aujourd'hui le monde dans lequel on vit,
dans le monde moderne où on vit, sans énergie, il n'y a pas de développement. Ou même sans énergie, il n'y a même pas de... Il y a certains aspects de nos vies qui sont totalement, disons, bloqués. Ouais. Que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit la communication. Donc, l'énergie aujourd'hui est devenue un enjeu fondamental. Et je pense que le Sénégal a de très belles chances avec les projets comme les nôtres de pouvoir utiliser ces ressources-là, non seulement pour les aspects financiers, mais aussi pour les aspects d'indépendance énergétique. Et je pense que ce sont des aspects-là qui peuvent impacter très positivement non seulement l'économie, mais la société sénégalaise en entier. Parfois, on parle de malédiction des ressources, que certains pays, donc, dès qu'ils ont découvert justement du pétrole, du gaz, ça s'est mal passé pour eux derrière. Quels sont les pièges à éviter absolument pour que toutes ces ressources que le Sénégal a découvertes ces dernières années soient une success story pour le pays? Les gens parlent de malédiction, mais j'aime pas le mot malédiction, parce qu'il y a la notion de fatalité dans une malédiction. C'est comme si c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, ce qui n'est pas vrai. Il y a beaucoup de pays du Nord, du Sud, de plusieurs continents qui ont très bien géré leurs découvertes ou leur voyage énergétique. Parce que les gens oublient, contrairement aux renouvelables, ce ne sont pas des ressources à vie. Ouais. Il y aura un moment donné où ça va baisser. C'est vrai pour tout le monde. Mais l'essentiel est que la fatalité n'existe pas. Cette malédiction n'est pas forcément une malédiction. Ça ne l'est que si les conditions sont posées par les États pour ne pas en faire bénéficier les populations. Dans le cadre des pays, en tout cas, qui ont réussi, disons, cette transition, je prends un exemple, la Norvège, ou il y a même d'autres pays, Les gens oublient que les États-Unis, c'est le pays, dans tous regardez l'émission ou la série Dallas, qui était basée sur, c'est pas parce que j'ai fait mes études à Dallas, mais c'est parce que c'était basé sur la le famille pétrole, Ewing, la famille Ewing, le pétrole et le gaz, et tout l'aspect social qui allait avec. Ouais. Les États-Unis ont été construits sur ça. Ouais. L'économie américaine est basée sur ça. C'est la première économie ou le premier producteur d'énergie au monde. Non seulement le premier consommateur par tête d'habitant, mais aussi le premier producteur. Et leur économie a été développée sur cette base. Tu prends le cas de la Norvège, ils ont fait leur découverte dans les années 60. Avant la découverte des hydrocarbures en Norvège, ils avaient une économie qui était principalement axée sur la pêche et l'exportation des produits halieutiques. Les découvertes, disons, d'hydrocarbures sont arrivées. Ils ont pu gérer cette manne d'argent pour le bénéfice du pays. Et c'est ça, en fait, qui fait que certains pays réussissent, d'autres ne le font pas. Ce n'est pas une malédiction, l'argent. Ça ne l'est pas. C'est comment on l'utilise. Et l'utilisation de cet argent-là dépend des États, dépend de priorités des États. Est-ce qu'on investit dans la formation? Est-ce qu'on investit dans les populations? Est-ce qu'on investit dans la santé? Ou est-ce qu'on n'investit pas du tout et qu'on prend l'argent et qu'on la dépense sur des choses qui ne sont pas du tout productives pour le pays? La différence entre les pays dans lesquels ça marche ou dans lesquels où ça marche un peu moins, c'est l'investissement humain. Ça, c'est le fondamental. Et d'ailleurs même, ce n'est pas vrai que pour le oil and gas. C'est vrai pour toute l'économie en général. Les pays qui investissent dans la formation de leurs citoyens, peu importe la source de cet investissement-là, ont tendance à être plus développés. Maintenant, quand on a une manne financière, qu'elle soit de l'or, du gaz, du pétrole ou du renouvelable, ou peu importe la source, ou du cobalt, des mines, ce qu'on en fait comme investissement social humain est le plus important. Et c'est ce qui détermine que ces sources, disons, ou cette manne financière a un impact positif ou pas. Quand je rentre au Sénégal, l'impact le plus important pour moi, c'est quel impact je vais avoir dans le développement du capital humain dans mon secteur. Les ressources, on ne les contrôle pas. Ça monte, ça descend, on produit, ça finit. Dieu seul sait.
Mais ce qu'on contrôle, et je pense, à mon avis, l'impact le plus important, c'est la formation. Combien d'ingénieurs sénégalais on forme? Combien de jeunes Sénégalaises, de jeunes Sénégalais on forme pour non seulement travailler dans les projets existants, mais aussi pour mettre la base nécessaire pour le développement d'une chaîne de valeur locale, où demain, les prochains projets seront montés, développés et gérés par des équipes sénégalaises. Ça, c'est le plus important. Et c'est ce que vous faites? Et c'est ce qu'on fait avec des plans de recrutement, des plans de formation, des plans de training. On recrute localement, on envoie à l'étranger pour avoir l'expérience nécessaire, la formation nécessaire et de revenir au Sénégal pour travailler dans nos projets. Et moi, en tant que Sénégalais, je tiens beaucoup à cela. Ça serait très dommage que j'ai le rôle que j'ai, qu'à la fin de mon temps dans ce poste-là, que je regarde en arrière et que j'ai aucun impact sur des jeunes Kaolackois de préférence. Non, je déconne. Mais des jeunes Sénégalais qui vont de la discrimination positive pour Kaolack, là. Exactement. Des jeunes Sénégalais qui vont travailler sur ces plateformes-là. Ouais. Demain, les ingénieurs qui vont gérer ces plateformes-là doivent être des Sénégalais. Non seulement des Sénégalais, mais il y a d'autres pays dans le monde où les développements vont se faire. Il n'y a rien qui empêche les Sénégalais d'être les précurseurs, d'exporter de l'expertise. On a tendance des fois, quand on parle des choses un peu économiques, de nous focaliser sur le Sénégal, mais non, le Sénégal est une source d'expertise. Pas seulement pour le Sénégal. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit voir plus grand. Bien sûr, on doit former localement pour nos propres besoins. Mais les besoins sont énormes aussi autre part. Et on peut exporter notre savoir-faire. On a notre rôle à jouer dans le développement de ce secteur au niveau mondial. Ce n'est pas qu'au niveau local. Je peux te citer des Sénégalais partout dans le monde qui sont des experts dans ce domaine et qui travaillent dans plusieurs pays dans le monde où ils sont leaders dans leur domaine. Et ça, c'est l'expertise sénégalaise qu'il fait. Est-ce que tu envisagerais, toi, de repartir, de quitter le pays s'il y a des opportunités professionnelles qui se présentent ailleurs? Je n'ai pas forcément pensé, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Dans le cadre de mon travail actuel aussi, je suis amené à travailler sur d'autres projets qui ne sont pas forcément au Sénégal. Mais être basé en dehors du Sénégal, pour l'instant, je ne pense pas. Je pense que ça va être très, très, très difficile de m'enlever mon 2-3 heures de route à Kaolack les week-ends. Là. Ça va me manquer. Donc, je ne pense pas que je vais le faire. Tu vas à Kaolack tous les week-ends? Presque. Presque. Ta famille est encore là-bas? Oui, ma mère habite à Kaolack, j'ai la famille à Kaolack, j'ai une ferme à Kaolack, je suis un fermier le week-end, donc je tiens à être dans ma ferme les week-ends, je travaille dedans, donc je tiens beaucoup à ça. C'est ça ton équilibre entre la pression, j'imagine qu'il doit y avoir au poste auquel tu es, tu as besoin justement de ces week-ends où tu coupes tout Disons, ça aide à évacuer la pression, ça aide à se faire, à respirer de l'air, ça aide à être dans un cadre un peu moins contraignant. Oui, c'est important de couper. Tu coupes vraiment? Tu arrives à couper vraiment? Ou bien est-ce qu'il y a toujours un petit peu de boulot sur le côté? Oui. Bon, à certains niveaux de rôle, à certains niveaux de poste, on ne peut pas couper totalement. Mais il faut toujours se laisser les latitudes pour les urgences et autres. Mais on arrive quand même à couper pour vraiment se reposer mentalement. Même si ce n'est pas un repos physique. Travailler dans une ferme, c'est plus difficile que travailler dans des bureaux. Ça, je peux te le dire. Surtout à Kaolack, quand il fait 40 degrés. Donc, c'est sûr. Donc, ce n'est pas forcément un repos physique, mais c'est certainement un repos mental. On parle de la solitude du patron. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, toi? Chez Afropod, nous sommes extrêmement exigeants dans le choix de nos invités pour être sûrs de vous proposer le meilleur. Et c'est la même exigence que nous avons dans le choix de nos partenaires. C'est pourquoi je suis vraiment particulièrement heureuse et fière de collaborer avec Eau Royale. Eau Royale est une eau de source pure, claire et légère, accessible à tous dans le respect de notre planète. Vous pouvez commander vos bouteilles en ligne sur eauroyale.sn, que ce soit les 19 litres, les 10 litres ou même les plus petits formats. Pour vos cérémonies, c'est vraiment super pratique. Et c'est sur eauroyale.sn.
je n'ai pas cette perception de patron ou de manager solitaire. Parce que je suis toujours avec comme je le dis, des gens plus intelligents que moi, avec qui j'apprends beaucoup. Donc, non, je n'ai pas du tout cette notion-là. Et je pense que quand un manager est seul, c'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe. Quand tu es devenu vice-président de BP et directeur pour le Sénégal, est-ce que les choses ont changé autour de toi? Est-ce que le regard des autres ont changé pour toi? Pour moi, c'est pas important. Le regard n'est pas important. Okay. En tout cas, le regard extérieur n'est pas important. Okay. Des fois, on ne peut pas s'en défaire. Hein. Des fois, il est là. Ouais. Il faut pas non plus se leurrer et dire que ça n'existe pas forcément. Il faut savoir que c'est là, mais aussi dans la foulée, se dire que c'est pas important. Ok. J'aimerais avoir ta vision un peu du monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui se développe à une vitesse exponentielle. On parle vraiment de révolution, quoi, comme on n'en a jamais connu auparavant. Comment est-ce que tu vois tout ça entre certains qui vont encore chercher de l'eau au puits, et puis d'autres qui vont au travail dans des voitures sans chauffeur, et puis tout ça. Moi, personnellement, par exemple, je le vis au jour le jour. Hein. Je travaille dans un secteur très innovant, très avancé technologiquement, où on travaille à des kilomètres sous l'eau, avec des robots, avec de l'IA. Technologiquement, c'est très avancé. Mais quand je vais le week-end dans ma ferme est dans un village où il n'y a pas d'électricité. Wow. J'ai tout mis au solaire. Comment on passe de travailler du lundi au vendredi dans un cadre aussi avancé technologiquement au Sénégal, faire 200 km, arriver quelque part où les gens qui vivent là-bas au jour le jour n'ont pas accès à l'électricité. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez un peu le contraste qui peut être choquant. Hein. Et c'est là où je pense que des jeunes Sénégalais ou des moins jeunes comme moi ont un grand rôle à jouer. C'est vraiment à nous de développer ce pays. C'est à nous de combler ces gaps. Et c'est pas en se lamentant sur notre sort. Non, ça n'a aucun intérêt. Il faut être réaliste, connaître les problèmes. Oui, c'est très difficile à gérer. C'est presque choquant, mais dans la foulée, il faut trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on fait? Le renouvelable offre d'énormes potentiels. Le gaz, qu'on vient de découvrir au Sénégal, à terme, avec les infrastructures nécessaires, offre aussi d'énormes potentiels. Et cet espace-là de potentiel est, pour moi, la face cachée de la pièce qu'il faut regarder. L'autre face qu'on voit et qui saute aux yeux, c'est le choc. Ah, c'est inacceptable. Oui, mais quand on tourne et qu'on rend ce qui est inacceptable, et quand on la rend moderne, et quand on la modernise et qu'on la rend acceptable, on a réussi quelque chose. Mais comment on peut faire ça? En travaillant, en investissant. À mon niveau, tu travailles dans ton travail de tous les jours, mais tu travailles dans un village où tu crées des emplois avec ta ferme, tu travailles avec du renouvelable, tu formes des gens. Il y a beaucoup de gens le font beaucoup mieux que moi. Mais ce qui est intéressant, c'est que surtout les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs sénégalais, ont ce rôle à jouer. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'État qui développe un pays. Ouais. On a l'impression au Sénégal que c'est le rôle de l'État de développer un pays. Aucun pays n'a été développé par un État. Ce sont les populations qui développent un État. Qu'est-ce qui développe un État? Ceux qui créent de l'emploi, ceux qui forment, ceux qui sont dans la santé, c'est tous des gens, c'est des personnes physiques qui se lèvent un jour, qui créent des sociétés, qui créent des emplois. C'est ça qui est important. L'État est là pour gérer l'entité, pour des questions, disons, étatiques, mais la vraie économie qui développe un pays, ce n'est pas l'État. Donc, je pense qu'au Sénégal, on doit commencer, et je pense qu'on le fait déjà, mais on doit pousser un peu plus cette notion de prise de responsabilité individuelle et collective, de dire que non, je ne vais pas attendre l'État pour que la route devant chez moi soit réparée. Peut-être que c'est notre responsabilité en tant que voisinage. Peut-être que la création d'emplois à Kaolack,
c'est pas la responsabilité de l'État. Ouais. Peut-être que c'est la responsabilité des ressortissants de Kaolack. Peut-être que l'insalubrité à Kaolack, c'est pas la responsabilité de l'État. C'est notre responsabilité à nous. Je pense que cet aspect-là est encore sous-estimé. Je pense qu'il faut le pousser un peu plus en avant. Est-ce que tu as des envies d'entrepreneuriat? Est-ce que tu te dis, j'aimerais bien lancer mon business à moi? Oui, je pense, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Ah, mais c'est quand même là dans un coin de ta tête. Oui, je pense qu'il y a tellement de possibilités dans ce pays-là, il y a tellement d'opportunités, on en voit tous les jours dans mon domaine sectoriel, dans l'énergie, mais dans tout ce qui touche aussi l'économie en général. Hein. Il y a tellement de choses à faire que le jour où je vais finir avec les postes que j'ai ou que j'occupe, il y aura forcément des choses à entreprendre. Et ce ne sont pas les occasions qui manquent. Ça, c'est certain. Et tu penses avoir la personnalité d'un entrepreneur? Tu penses que tu as ça en toi? Parce que jusqu'à présent, tu as travaillé dans des boîtes. Oui. Est-ce que cet élan-là d'entrepreneur, oui. Est-ce que tu l'as en toi? On verra. Mais en tout cas, l'envie, je pense qu'elle est là. Ouais. Je pense que l'envie est là. Mais encore une fois, je pense que si on en revient aux fondamentaux de ce qui fait qu'on réussit des tâches, si on regarde au fond des choses, la discipline, la rigueur, l'écoute, ce sont des qualités qui peuvent aussi servir beaucoup dans l'entrepreneuriat. La persévérance, être à l'aise dans une zone d'inconfort. Tu vas pas me dire que c'est pas de l'entrepreneuriat. C'est des caractères, je pense, que tout entrepreneur a. Maintenant, peut-être que je vais entreprendre dans un secteur que je maîtrise un peu plus, mais en tout cas, je pense que ces traits de caractère sont importants pour un manager que pour un entrepreneur. Quand tu dis être à l'aise dans les zones d'inconfort, ça semble presque une contradiction. Et pourtant, c'est vraiment ça, en fait. Oui. Être à l'aise avec le fait de ne pas savoir, être à l'aise avec le fait de ne pas contrôler, être à l'aise avec l'inconfort. C'est ça. Où tu as appris ça? Être à l'aise avec l'inconnu. Ouais. C'est très important. Je peux pas te dire où je l'ai appris. Peut-être que c'est au fur et à mesure des expériences de vie. Mais en tout cas, je peux te dire que c'est très important. Le fait, certainement en tant que manager, il faut être à l'aise avec une zone d'inconfort. Il faut être à l'aise avec... il faut être vulnérable. Mais quand je dis vulnérable, c'est pas une notion de faiblesse. C'est presque... D'ailleurs, c'est le contraire. Ouais. C'est une notion de courage, la vulnérabilité, à mon avis. Ouais. C'est une notion de courage. Qu'un manager à un certain niveau de poste arrive à dire à ses équipes, expliquez-moi cela pour que je le comprenne. Ouais. Ce n'est pas qu'il est en train d'étaler ses bêtises. Ouais. Il est en train de leur dire, mais vous êtes aussi capable que moi. Ouais. Expliquez-moi pour que je prenne de meilleures décisions. Mais il faut être dans un milieu avec un certain niveau de compréhension, de gens qui sont à l'aise avec ces notions-là pour pouvoir le réaliser. C'est ça. Un niveau de maturité, en fait, d'être entouré par des gens qui sont à même de comprendre. Exactement. À ce niveau-là. Ouais. Exactement. De sécurité mentale, de sécurité, disons, sociale, où on ne va pas se sentir jugé parce qu'on dit qu'on ne sait pas. Ouais. Ouais. Je pense que c'est très important. Ouais. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui veulent se lancer aujourd'hui dans des secteurs comme le tien, l'énergie, ou bien même dans d'autres secteurs qui veulent se lancer éventuellement dans l'entrepreneuriat? Toi, quelles seraient pour toi les choses les plus importantes qu'il faut savoir et qu'il faut acquérir pour se lancer? Je ne sais pas si je suis le meilleur donneur de conseils, mais en tout cas, ce qui a marché pour moi, c'est il faut être curieux. Ouais. Il faut être très curieux dans la vie. Ça fait avancer. Et quand je dis curieux, ça a l'air un peu, disons, simple, mais ça demande beaucoup d'humilité.
Ça demande beaucoup de persévérance. Ça demande beaucoup d'écoute. Ça demande beaucoup de discipline. Parce que c'est un process. Il faut toujours être en train d'apprendre des choses. Il faut toujours être en train de comprendre des choses. Il faut aller vers les gens. Et je pense que ces notions-là peuvent servir beaucoup. Aujourd'hui, on a un monde technologique où tout est fait pour nous ramener à nous. Oui, pour nous cloisonner dans notre... Pour nous cloisonner. Je pense que c'est le mot. Zones, Je pense que c'est le mot. Et il faut mentalement, il faut s'en défaire. Bien sûr, c'est de la technologie, c'est des outils. Tu parles des algorithmes qui nous ramènent toujours vers le même type d'information. Oui, c'est un écosystème. Ouais. C'est un écosystème. Avant, on prenait les nouvelles ensemble devant une télé qu'on partageait tous. Maintenant, c'est devant un écran individuel. Ouais. Les algorithmes sont ce qu'on appelle du self-reinforcing. Ouais, ils renforcent. Ils renforcent un peu les notions de nos centres d'intérêt. Ouais. Et je pense qu'à mon avis, ça limite un peu le potentiel. Alors, c'est pas facile de s'en défaire dans le monde où on est. Hein. Il faut vraiment être honnête. Hein. Ouais. Parce que tout est fait pour nous ramener à ces cloisons. Comment on fait pour s'en défaire? Et c'est là où je pense que c'est plus difficile pour les jeunes d'aujourd'hui que pour nous. Et il faudra, à mon avis, que tu invites des gens beaucoup plus intelligents que moi pour t'expliquer cela. Mais c'est vraiment des notions qui, pour moi, sont fondamentales. C'est fondamental de pouvoir se dire qu'est-ce que je vais faire en tant que personne. Et peu importe là où on en est dans sa vie. Hein. C'est cette notion d'amélioration, d'apprentissage, d'avancement. Qu'est-ce que je peux faire en tant que personne pour m'améliorer? Oui, en tant que personne. Ouais. Pas en tant que acteur que les gens vont percevoir. Le paraître est devenu quelque chose de très important. Ouais. On a toujours tendance à mettre très vite en avant comment on va être vu. Ouais. Mais comment on se voit nous-mêmes de l'intérieur, on commence à perdre ces notions-là. Ouais. Je pense qu'il faut y revenir. Donc, concrètement, toi, quand tu te poses la question de comment est-ce que je peux m'améliorer, quelles sont les réponses que tu trouves et qu'est-ce que tu mets en pratique? Il y a certains aspects du processus d'amélioration qui dépendent de soi. Donc, c'est la discipline, c'est la persévérance, ce sont juste des traits de caractère qu'on développe en tant que personne. Il y a d'autres aspects qu'il faut aller chercher en dehors. Hein. Il y a d'autres aspects qu'il faut aller trouver vers des gens. Je suis quelqu'un qui a eu la chance d'avoir disons, un cercle d'amis, de mentors. Je pense que c'est très important d'avoir ce genre de personnes autour de soi, surtout quand on a un certain niveau de responsabilité, qui vont pouvoir te donner des conseils, qui vont pouvoir t'aider à faire ce qu'on appelle le self-correct. C'est-à-dire que tu es en train de corriger le trajet au fur et à mesure du voyage. Et surtout en avoir des gens qui ne jugent pas. C'est très important. Il n'y a rien de pire que le jugement. Quand on est dans ce niveau de vulnérabilité, ça peut tout casser. Donc vraiment, bien choisir ses mentors, c'est un conseil très important. Parce que le regard qu'il pose ou qu'elle pose sur toi peut être déterminant. Qu'est-ce que tu as appris, justement? J'ai appris à ne pas chercher à plaire. J'ai appris à chercher à convaincre. C'est pas la même chose. Quand on cherche à plaire, on met tout, disons, on est en train de mettre tout le positif dans le regard des autres. Alors que quand on cherche à convaincre, on se convainc d'abord soi. On cherche à savoir pour soi. On cherche à savoir pour sa propre compréhension. Et là, c'est plus facile vraiment de convaincre les autres. Une fois qu'on est convaincu soi-même. Une fois qu'on est convaincu, on a les outils pour convaincre les autres. Et puis même énergétiquement, c'est-à-dire énergétiquement, ça va de soi. Et même des fois, on ne cherche même pas à convaincre les autres, ça vient tout seul. Tout à l'heure, tu donnez l'exemple de la différence entre un manager et un leader. C'est pas très loin de ça. Le leader, on ne cherche pas à être leader. On est leader de par les actions qu'on fait.
Et ces actions qu'on fait vont créer des perceptions sur les autres qui font qu'on te perçoit comme un leader. Ouais. Mais tu te lèves pas un jour de dire je vais être leader. Non. Tu te lèves un jour pour dire je vais aider les gens, je vais faire ceci, je vais impacter positivement ma famille, je vais impacter positivement mes partenaires de travail, de sport ou mon quartier. Et c'est ça qui fait que on devient un leader. Et si je dois résumer vraiment ce que j'apporte ou ce que j'ai appris, parce que c'est une chose que j'ai appris de par les expériences, c'est de faire comprendre que plaire, ce n'est pas important ou ce n'est pas fondamental. C'est peut-être en plus au cas où ça arrive. Mais il ne faut jamais démarrer une relation de travail, surtout dans le cadre du travail. Chercher à plaire, c'est une très mauvaise idée. Parce que tu n'as pas grand-chose à montrer, en fait. Par contre, chercher à convaincre commence par soi. D'accord. Et une fois qu'on est convaincu, ben là, ça rayonne et ça attire les gens vers toi. Et c'est là où je pense qu'on devient important. Et quand on cherche à plaire aussi, on peut y perdre son authenticité. Très, très facilement. Ouais. Très facilement. Parce qu'on s'adapte en fait à ce que l'autre attendrait de nous. Oui, plutôt que d'être soi-même. C'est cette notion de perception que les autres ont. Ouais. Et souvent, on joue des films, on se crée des perceptions et on crée des copies de soi qu'on garde au fond et qu'on sort suivant ce qu'on pense de la perception. Alors que quand on essaie de convaincre les gens, c'est pas facile. Faut pas me plaire, c'est beaucoup plus facile. C'est un peu la voie rapide. Ouais. Mais ce n'est pas la voie que je vais conseiller aux jeunes dans le cadre du travail, dans le cadre personnel, dans le cadre humain. Faut toujours chercher à convaincre. Okay. Convaincre par les idées, convaincre par la connaissance, convaincre par la gentillesse, convaincre par l'écoute. C'est ça qui est important. Mais l'histoire de plaire, pas fondamental. Ton expérience t'a amené à travailler avec beaucoup de gens, des entreprises différentes, dans des pays différents. Ce réseau que tu as pu te créer à travers ces expériences, est-ce qu'il est vraiment important? Est-ce qu'il faut chercher à se créer un réseau ou bien est-ce qu'il faut laisser les choses se faire naturellement? Quelle est ta vision sur ça? Je pense que c'est un mélange des deux. Oui, on a besoin d'un réseau. Surtout dans le domaine du business, où tout est question de relationnel. À la fin, c'est des relations humaines qu'il faut créer, qu'il faut entretenir. Oui, je pense qu'il faut chercher un réseau, mais il faut aussi trouver un mécanisme de centre d'intérêt qui font que ça se fait naturellement. Mais oui, il y aura des jours où tu vas te lever pour dire je vais rencontrer des personnes dans tel secteur et tu vas te débrouiller pour être dans ce cadre-là. Mais au jour le jour, il faut être ouvert d'esprit pour pouvoir faire des rencontres sans l'avoir prévu. Ouais. Et souvent, d'ailleurs, les meilleures rencontres dans le cadre du travail, c'est des rencontres qu'on n'a pas prévues. Ouais. C'est pas calculé. C'est pas calculé. Et je pense que moi, j'ai des exemples. Mon poste à BP, la personne qui m'a appelé pour ce poste-là, je l'avais perdu de vue depuis des années. Je veux vous parler de notre partenaire Sonatel Orange. Sonatel Orange est une entreprise pionnière dans le domaine des télécommunications et des services numériques au Sénégal. Elle est engagée dans le développement économique et social de notre pays à travers des initiatives concrètes pour connecter et améliorer la vie des populations sénégalaises. On aura l'occasion de parler de ces initiatives plus en détail dans l'avenir, mais je tiens d'ores et déjà à dire un grand merci à Sonatel Orange. Merci d'être aux côtés d'Afropod, le podcast d'Afrofeeling, pour vous proposer des conversations africaines que nous espérons riches, instructives et inspirantes. Mais tu disais qu'il fallait les entretenir, ces relations. Donc là, ça veut dire qu'il y a quelque chose de délibéré, il y a une démarche. Comment est-ce qu'on fait pour entretenir des relations? Est-ce que du coup, on ne perd pas le naturel si on cherche à tout prix à entretenir une relation? Oui, alors je pense que c'est plus un art qu'une science. Je pense que il y a un aspect délibéré. Il faut aller voir des personnes, il faut aller dans des rencontres, il faut appeler, prendre le téléphone, il faut rester en contact, il faut parler aux gens. Ouais. Mais il faut pas le faire d'une manière systématique, presque robotique. Ouais. Et c'est pour ça que tu joues au golf?
C'est pour entretenir des relations? Oui. C'est en partie. Je suis plus basketteur que golfeur, hein, mais j'aime bien le golf. J'ai découvert le golf parce que à l'époque, à Deloitte à New York, j'avais un partenaire qui jouait au golf tous les week-ends. Et moi, je lui ai dit, mais je vais m'emmerder au golf, quoi. J'ai pas envie d'aller au golf, quoi. Mais non, faut venir. Jusqu'au jour où j'ai fait l'erreur d'y aller. Et j'ai découvert un cadre magnifique de jeux, de rencontres de personnes. J'ai eu plein d'opportunités dans la vie que j'ai découvert parce que c'est des gens que j'ai connus là-bas. Et c'est pas forcément le volet sportif qui m'attire. Pour un basketteur, aller jouer au golf, c'est pas vraiment du sport, mais il y a un aspect networking, un aspect social, un aspect prise de temps, être dans les éléments, marcher, qui est très sympathique. Quand tu regardes ton parcours jusque-là, même si enfant, tu rêvais plus d'être basketteur ou rappeur, mais c'est quand même une belle réussite. Quand tu te retournes en arrière, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu penses? Oui, belle réussite, certainement. Pour moi, oui. Un jeune de 16 ans, 18 ans à Kaolack, c'est pas forcément une voie toute tracée pour en arriver là où je suis, ou là d'autres personnes que je connais aussi en sont arrivées. Oui, fierté, forcément, mais aussi ça me rappelle ce que ça prend pour qu'une personne réussisse. Ça prend beaucoup de choses. Je parlais de ma mère tout à l'heure. Ça a été fondamental d'avoir une mère comme elle qui s'est occupée de nous malgré des circonstances très difficiles, mais qui a tout fait pour qu'on réussisse. Avoir des mentors en qui j'ai eu des inspirations, avoir des chances, mais surtout aussi les saisir. Ce n'est pas juste avoir des chances, mais il faut les saisir. Et il faut les saisir avec discipline, il faut les saisir avec amour de soi, avec beaucoup d'intention. Quelles sont les qualités de Massaër qui ont fait que tu as pu avoir la réussite et le succès professionnel que tu as aujourd'hui? Je pense que c'est la curiosité. Encore une fois. L'humilité. Pour apprendre, il faut être humble. Hein. Il faut vraiment avoir cette notion d'apprentissage continu. Cette notion que j'ai beaucoup plus à apprendre qu'à enseigner. Et d'ailleurs, c'est une notion qui est pour la vie. Hein. Et je pense que cette volonté, ce drive interne de pas forcément de réussir, parce que pour moi, la réussite, c'est tout en circonstance, hein, mais de s'améliorer, d'être une meilleure personne, d'être une meilleure version de soi, d'être un meilleur manager, d'être un meilleur papa, d'être un meilleur mari, d'être un meilleur copain, d'être un meilleur ami. Je pense que cette notion d'amélioration sur tous les aspects de la vie fait que une personne réussit. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir ce concours de circonstances et ce drive interne de réussir. Mais il y a peut-être des moments où c'est dur aussi. Il y a peut-être des moments où on se dit je vais pas y arriver. Quelles ont été les difficultés? Oui, il y a des moments difficiles, beaucoup même, hein, et beaucoup. Sur le coup, la difficulté prend le dessus. Hein. À la fin de la journée, on est juste des personnes. Hein. On a cette capacité à réagir, mais sur le coup, la difficulté est très prenante et c'est très dur à gérer. Mais ça a été quoi ces difficultés? Ça va forcément concerner le volet relationnel. Tu arrives, tu es dans une grande société ou tu es un consultant dans une grande boîte et tu as des personnes très difficiles en face qui n'acceptent pas ce que tu proposes, qui n'acceptent pas qui tu es, qui n'acceptent pas ou qui n'aiment pas ce que tu fais. Peu importe la raison, mais tu es en face de situations très difficiles. Et comment tu réagis à cela? Comment est-ce qu'on prend la difficulté? À mon avis, fait toute la différence. Dans le cadre personnel, bien sûr, il y a eu beaucoup de déceptions, il y a eu beaucoup de difficultés qu'on arrive à surmonter. Jeune, décès de papa, perte de personnes chères, et j'en passe. Mais comment on réagit par rapport à ça fait la différence. En anglais, on dit « It's not how you fall,
It's how you get up. C'est pas comment tu tombes, C'est pas comment tu tombes. Comment tu te relèves. C'est comment tu te relèves. Et cette notion de relève, cette notion de dire, oui, je vais forcément éviter de tomber. Mais une fois que je tombe, je vais forcément me relever. Okay. Et je pense que c'est cette notion d'aller de l'avant et de dire, oui, c'est difficile, mais il y a quelque chose derrière. Et je suis curieux de savoir ce qu'il y a derrière. OK. C'est que tu vois à chaque fois la difficulté comme une étape et non pas comme une fin. C'est ça? Il y a quelque chose derrière. Ça veut dire bon, que... alors, pour être honnête, sur le coup, des fois, tu dis, bon, là, c'est fini, quoi. Je vais jamais sortir de cette difficulté-là. Ah bon? Ah oui. Quand est-ce que ça s'est passé comme ça? Il y en a beaucoup. Dans la vie, tu vas arriver, tu gères une mission. Donne-moi un exemple précis. J'ai un exemple précis où j'avais une mission avec Deloitte à New York, où j'ai fait de grosses erreurs dans la conception même de la transaction. Mais vraiment des erreurs, quoi. Des erreurs de données, des erreurs d'analyse, quoi. Et dû à plusieurs choses, hein. Et j'ai donné un livrable qui n'était pas du tout bon. OK. Et ça a fait mal au niveau du client qui n'a pas accepté le travail que j'ai livré. Ça a fait mal au niveau de mon équipe, ça a fait mal au niveau de mes responsables. Et tu te dis, bon, ça y est, là demain, j'ai plus de travail, quoi. Là, on me licencie, quoi, direct. Et c'est dans ces moments-là où la remise en question de soi est importante. Mais elle est importante seulement si elle ne s'arrête pas à la remise en question. Elle est importante dans le sens où tu vas te dire, OK, ça, c'était une erreur. Je vais trouver les raisons de cette erreur et ça ne va plus jamais m'arriver. Et c'est là où on s'améliore. Et cet espace-là qui est très inconfortable, parce que tu vas dire à un client qui est très mécontent, qui n'aime pas du tout te voir, parce que tu as livré quelque chose qui n'est pas acceptable. Dis-moi là où j'ai fauté. Tu vas dire à tes collègues, tu vas demander à ton responsable, comment je peux faire mieux demain? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est très difficile, et d'être prêt à l'accepter, hein, sans même avoir des réponses, sans même donner d'explications, mais juste de prendre le feedback. Et derrière, d'aller de l'avant et dire, OK, là, j'ai déconné là. Je n'ai pas d'explication. D'ailleurs, je ne cherche pas à en donner. Parce que là, c'était vraiment un travail sur soi. Et c'est pas facile. Parce que c'est très facile d'expliquer, de dire, ah non, de justifier. La formule, cela, les données. Oui, ça marche sur le coup. Des fois, ça marche pas. Mais si on ne fait pas ce travail de remise en question de soi, qui est compliqué, hein, de demander du feedback honnête, sans donner d'explication. Take the feedback. Just take it. Ça, c'est dur. Et après... Parce que l'ego a envie de se justifier, l'ego a envie de dire oui, mais... L'ego a envie d'expliquer pourquoi tu as fait une erreur. L'ego a envie de dire, je ne suis pas mauvais. L'ego a envie de dire, je suis parfait. Il veut sauver la face, l'ego. Alors que ce n'est pas le but. Personne n'est parfait. L'erreur est humaine. Et cet espace-là qui est très court dans le temps et qu'on rate tout le temps. C'est très court, hein. Et une fois qu'on le rate, on ne peut pas y revenir. Parce que c'est parti. Il faut le saisir sur le coup. Il faut demander du feedback. Il faut être vulnérable au risque de perdre son emploi, hein, dans mon cas. Mais j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un en face qui a vu ce travail sur soi, de désir d'amélioration, et qui m'a aidé. Et j'espère penser, ou je pense que j'en suis devenu meilleur. Je suis devenu meilleur dans mon travail à cause de cela. Et cet espace-là est vraiment important. C'est vraiment fondamental dans un processus d'amélioration. Et une fois qu'on est confortable avec, ça devient une seconde nature. On va te livrer quelque chose, tu vas aller poser des questions. Même si tu es censé connaître tout, mais tu dis, c'est pas grave, je vais quand même demander à ce qu'on m'explique.
Wow. Mm. Donc, je vois. Et il y a eu plusieurs expériences comme ça qui t'ont vraiment Ah oui, forgé? certainement, Oui. certainement. Dans le cadre du travail, Ouais. comme je l'ai dit, hein, en faisant des erreurs qui ont eu des impacts importants, Ouais. non seulement pour ma boîte, mais pour le client et pour mes équipes. Dans le cadre personnel, mais on va pas en parler. Dommage. Oui, je pense que c'est tout cet ensemble-là qui fait que on s'améliore Ok. comme personne, on Ok. s'améliore comme. C'est bien parce que tu sais, souvent les gens disent oui, c'est important de faire des erreurs, on apprend de ses erreurs, mais c'est rare d'avoir un exemple concret. Des gens qui disent voilà moi telle erreur j'ai fait, et voilà Ouais. comment est-ce que j'ai pu me relever en ayant cette ouverture d'esprit, en ayant cette vulnérabilité. Donc je pense que c'est important. Merci d'avoir partagé ça. Merci. Côté personnel, ça par contre tu veux pas, tu veux pas en parler de ces erreurs. Il y en a eu trop, donc on va éviter d'en parler. Ok. Mais juste, tu es marié, tu as des enfants, tu as combien Oui, d'enfants? je suis marié, j'ai 3 enfants. Ok. J'ai une fille et 2 garçons. Ok. Et ta femme est sénégalaise? Ma femme est sénégalaise. Et vous étiez ensemble déjà aux États-Unis? Non, au Sénégal. Ah, au Sénégal. Au Sénégal. Ok, Au Sénégal. très bien. Donc c'est pour ça que maintenant tu veux plus bouger. Oui, oui, je pense. Je pense. Ok, on va terminer avec le questionnaire. Ok. Quel est ton principal trait de caractère? Tête en l'air. Ah bon? Je suis un peu tête en l'air, oui. C'est vrai? Ouais, Donc tu es obligé de tout noter je pour... suis obligé de tout noter, on doit tout me rappeler. C'est un trait de caractère qui est là. Quelle est la qualité que tu apprécies le plus chez les autres? L'honnêteté. Quel est le défaut qui te gêne le plus chez les autres? Le manque de discipline. Quel défaut aimerais-tu corriger en toi? Être moins tête à l'air. Alors, comment tu fais pour le corriger, alors? Ça va être dur parce que c'est vraiment un trait de caractère. C'est essayer d'être discipliné dans comment on prend les notes, les rappels. Il y a tout un travail derrière. Quelle est ta définition du succès? D'être heureux au moment T de ce qu'on a fait au moment T. Ok. Donc, c'est pas une destination, c'est vraiment dans le moment présent. Ouais, il faut être capable d'être heureux à tout moment. Pour moi, le bonheur, c'est pas une destination. Je suis heureux de faire le travail que je fais. Je suis heureux d'être avec ma famille. Je suis heureux d'être avec mes amis. Je suis heureux d'avoir des difficultés des fois et de pouvoir gérer ça. Mais il faut savoir être à l'aise avec soi. Et c'est ça pour moi le bonheur. Ce n'est pas quelque chose de figé ou c'est pas ce qu'on a de physique ou de financier ou d'autres. Hein. Mais c'est vraiment quelque chose qui est permanent en soi. C'est-à-dire être heureux avec ce qu'on a, avec qui on est d'abord. Okay. Avec qui on est d'abord et tout le reste suit. Ça n'a rien à voir avec la quantité, ça n'a rien à voir avec d'être comblé, ça n'a rien à voir avec d'être à tel lieu, ça n'a rien à voir d'être avec telle personne. Non, c'est toi d'abord, à l'instant T. C'est ça pour moi le bonheur. Et d'ailleurs, c'est une notion que j'emprunte beaucoup à Spinoza, qui pour qui le bonheur, c'est la connaissance de soi, c'est la connaissance qu'on a du monde. C'est une connaissance presque mécanique, hein, c'est une connaissance raisonnée et qui est inébranlable. De quoi as-tu peur? De décevoir. Ça t'est déjà arrivé? Oh que oui. Tu y as survécu. Ouais. Quel conseil tu te donnerais à toi-même si tu avais 20 ans aujourd'hui? D'être plus curieux, d'être plus attentif, moins tête en l'air, forcément. D'écouter plus. Okay. Oui, c'est ça. Ouais. D'aimer plus. Ah. D'aimer plus. Ok. D'aimer plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Qu'est-ce que tu n'aimais pas suffisamment? C'est pas que je n'aimais pas suffisamment, mais je pense que on ne le fait pas assez.
On ne le fait pas assez. Je pense qu'on n'y pense pas assez. On ne le fait pas assez, surtout quand on est jeune. Aimer plus, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Aimer plus, ça veut dire quoi? Se donner plus dans ce qu'on fait, que ce soit dans le cadre du travail, que ce soit dans le cadre des relations amoureuses, individuelles, familiales. C'est ça que je dis aimer plus. Ce n'est pas que le volet amoureux ou sentimental, mais c'est aussi le volet travail. On se donne plus, on donne plus de soi dans les relations, qu'elles soient familiales, qu'elles soient... Le fait de perdre mon père jeune t'apprends que c'est pas acquis. Il faut savoir aimer, il faut savoir donner de soi à l'instant T, parce que on ne sait pas ce que se passe après. C'est important. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est d'être gentil en toutes circonstances. Bienveillant, c'est ça que ça veut dire? Bienveillant. Peut-être que je le traduis mal en français, mais kind. Be kind. Okay. En toutes circonstances. Même quand tu as raison et que les autres ont tort, be kind. Okay. Quel est le pire conseil qu'on t'ait donné? Que j'avais une chance en basketball professionnel. C'était pas vrai du tout. C'est pas vrai. Mais j'ai quand même tenté. Mais tu voulais y croire? Je voulais y croire, mais ça n'a pas marché. Apparemment, c'était un mauvais conseil. Quelle est la principale leçon que tu aies apprise ces 6 derniers mois? Que rien n'est figé dans le temps. Il y a toujours des changements qu'on ne prévoit pas. Il faut jamais... tout est... on peut tout améliorer. OK. On peut tout améliorer. Si tu devais choisir entre les deux, tu préférerais être la victime ou le coupable? Aïe. Ça dépend. Tu vas pas me donner des circonstances, non? Il n'y a pas de joker. Non, il n'y a pas de circonstances, il n'y a pas de joker. Coupable. Ah bon, pourquoi? Parce que j'aurais fait, j'aurais pris une responsabilité, j'aurais fait. Coupable. Et pour finir, quelle est ta devise ou ta philosophie de vie? On n'est jamais maître de son destin. Et on n'est jamais seul dans son destin. Donc, il faut vraiment être à l'écoute des autres. Il faut donner de l'espace aux autres pour pouvoir être heureux. Merci, Moser. Merci beaucoup, Seynabou.